À la fête du 65e anniversaire de mon père, il m'a regardé droit dans les yeux et a déclaré, devant notre famille, nos amis et nos collègues, 3 d'entre vous m'ont rempli de fierté, l'un m'a fait remettre en question notre ADN. La salle a éclaté en applaudissements. À cet instant précis, j'ai su que je n'avais pas ma place là-bas. Je me suis levé, j'ai annulé le cadeau que j'avais prévu de lui offrir sous ses yeux et je suis parti. Ce jour-là, un mois plus tard, ma mère m'a appelé. Elle m'a dit qu'elle était fière de moi, mais à ce moment-là, il était déjà trop tard. Voici donc mon histoire. Dis-moi, ai-je eu tort de couper les ponts avec eux lors de son anniversaire? Bonjour à tous, je m'appelle Aden. J'ai 30 ans. Je suis le fondateur et PDG de MedSoftX, une entreprise qui développe des applications logicielles pour l'industrie de la santé. Notre siège est à Austin, Texas, un hub pour des centaines d'entreprises technologiques qui redéfinissent le fonctionnement de la médecine moderne aux États-Unis. Nous avons commencé avec un petit capital. Les premières lignes de code, je les ai écrites alors que je vivais encore dans une petite chambre louée sans bureau digne de ce nom. Pendant ce temps, personne dans ma famille ne me demandait comment j'allais. Personne ne croyait que j'y arriverais. Mon succès actuel n'est pas seulement le fruit de nuits blanches et d'efforts incessants. Il est aussi né des personnes qui m'ont sous-estimé, ma famille, ceux qui m'ont donné la vie, m'ont élevé et ont décidé que j'étais celui qui s'était égaré. Je suis né et j'ai grandi dans une famille de 4 enfants, 3 sœurs aînées et moi. Dès mon plus jeune âge, j'étais celui qui recevait le plus d'attention, en partie parce que j'étais le cadet, en partie parce qu'à cette époque, mes parents avaient les moyens financiers de me gâter. À l'époque, mon père travaillait comme comptable dans un grand hôpital, et ma mère restait à la maison à temps plein pour s'occuper de nous. Avec un revenu annuel de plusieurs centaines de milliers de dollars, il pouvait subvenir aux besoins de nous 4. Mes sœurs et moi n'avons jamais manqué de rien. Nous avions plus que ce dont nous avions besoin. Et pendant ces premières années, je croyais vraiment avoir une vraie famille. Aujourd'hui, bien que je ne sois plus en contact avec mes 3 sœurs, je dois encore admettre que chacune d'elles a accompli des choses incroyables. L'aînée, Grace, a 10 ans de plus que moi. Elle a toujours été parmi les meilleures de sa classe. Elle a étudié la médecine et est maintenant médecin dans un hôpital public. La deuxième, Everly, a 7 ans de plus. Elle est aujourd'hui directrice d'une succursale d'une grande banque. Ensuite, il y a Elena, de 3 ans mon aînée. Elle a étudié le droit et a ouvert son propre cabinet d'avocat. Aux yeux de notre famille élargie et de nos amis, mes parents ont toujours été considérés comme l'exemple idéal. Ils ont 3 filles brillantes, toutes sur la bonne voie, toutes avec des carrières solides. Et puis, il y a moi, celui dont personne ne parle. Il y a quelques années, j'ai choisi une voie différente, qui ne correspondait à aucun des plans établis par mes parents. À partir de ce moment, aux yeux de mon père, je n'étais plus une source de fierté. Mes parents ont commencé à changer d'attitude et leur manière de montrer leur amour. Quand j'ai eu 18 ans, je m'en souviens clairement. C'était un soir de week-end, et je venais de recevoir ma lettre d'acceptation pour étudier les technologies de l'information. Au début, je pensais qu'en leur annonçant ma spécialisation, ils diraient au moins quelque chose comme « Félicitations » ou « Nous croyons en toi ». J'imaginais ma mère sourire, mon père hocher la tête, même un petit signe de soutien. Mais rien de tout cela ne s'est produit. Au contraire, c'était l'exact opposé de ce que j'avais espéré. Ils n'ont pas prononcé un seul mot gentil. Je n'avais même pas eu le temps de m'asseoir que mon père a commencé. Il a d'abord dit, la spécialisation que tu as choisie n'a pas d'avenir. Il ne l'a pas dit avec colère, mais avec un mépris évident. Puis il s'est adossé à sa chaise et a ajouté froidement, les types qui passent leur journée collés à un clavier et un écran d'ordinateur finissent par courir après des chimères en ligne. Après avoir entendu cela, je ne pouvais pas rester silencieux. J'ai répondu calmement, c'est le domaine que j'aime, et à l'avenir, les ordinateurs et la technologie remplaceront progressivement le travail humain. Il a immédiatement balayé mes propos sans me laisser le temps de m'expliquer davantage. Il m'a regardé droit dans les yeux et m'a donné 2 options. La première était de suivre le chemin qu'il avait choisi, ce qui signifiait que je devrais opter pour l'une des 3 spécialisations qu'avaient suivies mes sœurs. Il paierait tous mes frais de scolarité et mes frais de subsistance si j'acceptais. La deuxième option était de suivre ma propre voie, et il a clairement indiqué que si je choisissais cela, il ne me donnerait pas un centime. Je me souviens de ces mots exacts. Il n'a pas haussé la voix ni semblé en colère. Il m'a regardé et a dit, « Je ne suis pas radin avec toi, mais je ne dépenserai pas un centime pour une spécialisation sans avenir.
Après cela, je n'ai rien pu dire. Je suis resté là, figé dans la salle à manger. Il s'est levé, comme s'il ne pouvait plus supporter de me regarder une seconde de plus, et juste avant de partir, il s'est retourné et a dit, « Tu as 3 jours pour réfléchir à ce que je viens de te dire. » Puis il s'est retourné et est entré directement dans sa chambre. Le lendemain après-midi, vers 18 h, mes 3 sœurs sont arrivées à la maison. Je suppose que ma mère les avait appelées. Une fois qu'elles étaient toutes là, elles n'ont pas attendu que je les invite. Les 3 ont frappé à ma porte. Je n'essayais d'éviter personne, alors j'ai ouvert la porte et les ai laissées entrer. Quelques minutes plus tard, elles ont commencé à parler. Grace a pris la parole en premier. Sa voix était douce lorsqu'elle a dit, « Jadon, je sais que tu as tes raisons, mais de nos jours, la passion seule ne suffit pas pour réussir. J'ai juste peur qu'un jour tu regardes en arrière et que tu aies l'impression d'avoir perdu des années sur quelque chose qui n'a mené nulle part. » Puis ce fut au tour d'Everly. Elle se comportait toujours avec maturité et parlait comme quelqu'un qui avait vu la vie. La technologie est à la mode, mais c'est aussi plus compétitif et épuisant que tu ne le penses. Personne dans notre famille n'a suivi cette voie, Jadon. Qui comprendra ce que tu traverses si tu rencontres des problèmes? Y as-tu déjà pensé? Enfin, Elena a pris la parole. Elle n'a pas mâché ses mots. Tu es le plus jeune. Tu as eu plus que ce que nous avons jamais eu. Mais si tu choisis cette spécialisation pour prouver quelque chose, je te le dis tout de suite, ça n'en vaut pas la peine. Aller à contre-courant ne signifie pas toujours que tu as raison. Elles ont dit beaucoup d'autres choses après cela, des choses dont je ne me souviens pas complètement. Toute cette soirée, je n'ai rien répondu, je suis resté silencieux et j'ai écouté. Pas parce que je n'avais rien à dire, mais parce que ma décision était prise depuis longtemps, depuis le jour où j'avais envoyé mes candidatures à ces écoles de technologie. Je n'avais pas besoin des 3 jours entiers. Ce même soir, après que mes 3 sœurs soient parties une à une, je suis descendu dans le salon. Mes parents étaient toujours là. L'un regardait les infos, l'autre pliait du linge. Je me suis planté devant eux et je suis allé droit au but. Je leur ai dit, j'ai pris ma décision. Je vais contracter des prêts étudiants et trouver un travail à temps partiel pour subvenir à mes besoins pendant les 4 prochaines années. Immédiatement après avoir dit cela, mon père a légèrement hoché la tête. Il n'a pas dit un mot, il s'est simplement levé et est allé directement dans sa chambre. Ma mère est restée assise là pendant quelques secondes, puis elle a soupiré et secoué la tête avant de dire, « Jadon, tu es tellement têtu. » Dans les jours qui ont suivi, personne ne m'a dit de partir, mais tout dans la maison semblait différent. Ils ont commencé à m'éviter. Si j'étais en bas, ils restaient en haut. Si j'étais dans la cuisine, ils sautaient les repas. Même le dîner était divisé en 2 portions, une pour eux et une autre à part pour moi. Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que l'amour qu'ils m'avaient autrefois donné avait changé, tout cela parce que j'avais refusé de suivre le chemin tracé par mon père. Je ne suis pas resté à la maison pendant les 2 mois précédant le début des cours. J'ai décidé de travailler à temps partiel dans une petite boutique près de notre quartier. Le travail n'était pas trop difficile, mais je devais rester debout toute la journée, du matin jusqu'à presque le soir. J'avais mal aux jambes et je me sentais épuisé, mais j'étais heureux. Au moins, je pouvais prendre soin de moi. Plus important encore, je n'avais pas à voir la déception dans les yeux de mes parents tous les jours. Quant à mes 3 sœurs, une fois qu'elles ont vu que j'étais sérieux au sujet de suivre ma passion, elles n'ont plus rien dit. Peut-être ont-elles réalisé qu'à ce stade, leurs mots ne changeraient rien. 2 mois plus tard, j'ai quitté la maison lorsque l'année scolaire a officiellement commencé. Le jour où j'ai déménagé, j'ai pris une vieille valise et quelques vêtements, juste assez pour survivre. J'avais aussi un prêt étudiant qui couvrait à peine les frais de scolarité de ma première année. Pour les frais de subsistance, je me débrouillais avec un travail à temps partiel. Étrangement, je ne me sentais pas triste que mes parents ne me soutiennent pas, au contraire, je ressentais un sentiment de soulagement. Quand je suis entré dans le dortoir, j'ai vu beaucoup d'autres étudiants faire exactement ce que je faisais, étudier, travailler et gérer leurs prêts. À ce moment-là, j'ai gardé mes pensées simples. Si les autres pouvaient le faire, moi aussi je pouvais. Pendant mes 4 années à l'université, j'ai essayé de rester en contact avec ma famille. Ma mère n'appelait jamais pour demander comment j'allais ou si je mangeais bien, mais pour les grandes fêtes comme Thanksgiving ou Noël, elle m'appelait encore pour me demander de rentrer à la maison. Et comme j'avais toujours cette envie silencieuse de leur prouver qu'ils avaient tort, j'arrivais toujours à l'heure après chacun de ces appels.
J'ai continué cette habitude, même après avoir obtenu mon diplôme et commencé à travailler. Mais il y a 5 Noël, j'ai arrêté de rentrer, car ce jour-là, ils m'ont encore rejeté, et cette fois, j'ai su que je n'avais plus ma place dans cette maison. Il y a 5 ans, après avoir obtenu mon diplôme et travaillé pendant 3 ans, j'avais économisé une petite somme d'argent, environ 50 000 $, après avoir remboursé intégralement mes prêts étudiants. Je ne me suis pas contenté de mon emploi à temps plein pour gagner cette somme, j'ai aussi pris des projets indépendants le soir et le week-end. J'avais à peine un seul jour de congé qui semblait complet, mais j'acceptais cette réalité parce que je savais que je me préparais pour quelque chose de plus grand. À cette époque, de petites entreprises technologiques commençaient à apparaître partout. Certaines n'étaient composées que de quelques personnes dans de petits bureaux. D'autres travaillaient entièrement à distance. Après 7 ans d'études et de travail, j'ai envisagé de créer une entreprise. Ce n'était pas parce que je détestais mon travail ou que je me sentais mal payé, mais parce que je pouvais voir à quelle vitesse le monde changeait. Je pouvais sentir le rythme de la croissance technologique et l'énorme potentiel dans les industries qui ont toujours compté pour les gens, en particulier l'éducation et la santé. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai passé un mois entier à développer des idées. J'ai noté chaque remarque, esquissé chaque plan et révisé constamment. Finalement, j'ai trouvé une direction claire. Mon entreprise se concentrerait sur la création de plateformes technologiques pour améliorer la qualité des services dans l'industrie de la santé. Mais quand j'ai regardé mon argent, j'ai su que ce n'était pas suffisant pour établir une base solide, alors j'ai passé une autre semaine plongée dans mes pensées. J'ai cherché des options de financement partout, en contactant des amis et des collègues. Puis, un jour, après avoir reçu l'appel habituel de ma mère pour les fêtes, m'invitant à la maison pour Noël, une idée m'est venue soudainement. Et si je levais les fonds restants auprès de ma famille? Je pensais qu'avec un plan d'affaires détaillé, un accord clair sur le partage des bénéfices et un engagement à rembourser chaque centime en cas d'échec, ils seraient prêts à m'aider. Mais encore une fois, j'avais tort. Ce Noël-là, je suis arrivé à la maison plus tôt que pour n'importe quelle autre fête. Quand j'ai ouvert la porte, la maison était encore calme. Les invités n'étaient pas encore là. J'ai immédiatement demandé à mes parents et à mes 3 sœurs de venir dans le salon. Je leur ai dit que j'avais besoin de 20 minutes pour présenter quelque chose. Personne ne semblait particulièrement intéressé, mais face à mon insistance, ils se sont assis à contre-cœur. Une fois que tout le monde était installé, je suis allé droit au but. Je veux lancer une entreprise, mais pour l'instant, il me manque 100 000 $. Je vais vous expliquer mon plan et j'espère que vous envisagerez de m'aider avec cette somme. Ensuite, je leur ai distribué des copies imprimées de ma proposition. J'ai décrit l'orientation de l'entreprise, le marché cible, les partenaires potentiels et les coûts projetés pour les 6 premiers mois. Tout au long de la présentation, pas un mot n'a été prononcé, mais dès que j'ai terminé, mon père a été le premier à parler. Son ton était méprisant lorsqu'il a dit « Avec qui penses-tu parler, Jadon ? Parles-tu à des gens qui ont passé toute leur vie dans la médecine, la banque et le droit ? Et tu penses qu'une application ou quelques programmes que tu as écrits vont tout changer ?» Après lui, Grace a feuilleté quelques pages et a répondu « Tu veux utiliser 100 000 $ de la famille pour un modèle économique qui n'a même pas un seul client pour l'instant ? Ça semble risqué, Jadon. » Puis Everly est intervenu, la voix pleine de jugement, je l'ai lu. J'ai une question. Pourquoi personne d'autre n'a investi en toi si c'est si bon? Et enfin, Elena, généralement la plus silencieuse des trois, a mis fin à la conversation. Jadon, honnêtement, je pense que tu es plus adapté au travail indépendant. Diriger une entreprise, ça ne te ressemble pas. Après tout cela, j'ai su qu'ils n'allaient pas dire oui. Je n'ai pas discuté ni essayé de me défendre, car tout ce qu'ils avaient besoin de comprendre était déjà dans les documents que je leur avais donnés, mais je n'étais pas prêt à abandonner. J'ai fait une dernière proposition. Si elles acceptaient de me prêter les 100 000 $, je leur donnerais 20% de l'entreprise en échange et une part des bénéfices futurs. Je pensais vraiment que cela les convaincrait. Mais à l'instant où j'ai fini cette phrase, mes 3 sœurs ont éclaté de rire. C'était le genre de rire qui ne pouvait cacher leur moquerie, comme si je venais de dire quelque chose de si naïf que c'était presque pitoyable. Quant à mes parents, ils n'ont rien dit, ils ont simplement secoué la tête. Et cela suffisait pour me dire que je n'avais plus besoin d'essayer de les convaincre. Après ce rire, je n'ai plus rien dit. J'ai tranquillement ramassé les papiers, les ai remis dans mon sac, me suis levé et suis sorti du salon.
Je me suis éloigné de la fête parce que je savais qu'il n'y aurait rien à célébrer si je restais. Cette nuit-là, en rentrant dans mon petit appartement loué au 3e étage, j'ai décidé de lancer mon entreprise avec ce que j'avais déjà. J'ai immédiatement sorti l'ancien plan d'affaires et commencé à le réviser. J'ai tout réduit et calculé soigneusement chaque dépense pour qu'elle corresponde à mes moyens. J'ai réécrit chaque détail de zéro, des descriptions aux étapes de mise en œuvre. Ce n'est qu'à l'approche de l'aube que j'ai terminé. 2 mois plus tard, mon entreprise était officiellement unipersonnelle officiellement fondée. Le bureau se trouvait dans un vieux bâtiment. Au départ, l'équipe se composait uniquement de moi, d'un jeune ingénieur tout juste sorti de l'école et d'un étudiant à temps partiel qui s'occupait des tâches administratives. Nous avons commencé modestement en créant un logiciel pour aider les cliniques privées à gérer les rendez-vous et à stocker les dossiers des patients. Au cours des premiers mois, les défis se succédaient sans relâche. Certains mois, après avoir payé le loyer, il ne nous restait que quelques centaines en banque. Je restais souvent éveillé jusqu'à 2 ou 3 heures du matin pour corriger des bugs avant les délais. Parfois, les clients repoussaient soudainement les contrats, et nous devions tenir des réunions d'urgence pour changer de cap, mais quoi qu'il arrive, je n'ai jamais abandonné. À la fin de notre première année, après avoir déduit toutes les dépenses, l'entreprise a réalisé un bénéfice d'environ 20 000. Ce n'était pas une somme énorme, mais cela suffisait à me prouver que je n'avais pas pris le mauvais chemin. En entrant dans la 2e année, j'ai décidé de m'agrandir. Alors que notre flux de trésorerie commençait à se stabiliser, j'ai demandé un prêt de 100 000 à la banque, en utilisant l'entreprise elle-même comme garantie. Avec ce nouveau financement, j'ai embauché plus de développeurs, agrandi le bureau et mis à jour nos serveurs. À partir de là, nos revenus ont commencé à croître. Il y avait toujours de la pression, mais au moins, nous ne luttions plus pour rester à flot. Puis est arrivée la 3e année, et la chance a commencé à se manifester. Un petit hôpital qui utilisait notre logiciel nous a recommandé à un système de santé plus important. Peu après, nous avons reçu une offre de partenariat de la part d'un fonds d'investissement spécialisé dans la santé. Dès l'instant où nous avons signé ce premier contrat avec un grand système de santé, j'ai su que les choses étaient entrées dans une nouvelle phase. Environ 2 semaines plus tard, mon conseiller financier m'a envoyé le dernier rapport. MedSoftX était valorisé à plus de 2 millions de dollars. Je me souviens encore de l'émotion que j'ai ressentie en lisant ce chiffre, une entreprise valant des millions de dollars. Mais pour moi, ce n'était pas seulement une question d'argent, c'était la preuve que le fils autrefois qualifié de honte de la famille avait construit quelque chose de tangible de ses propres mains, sans la moindre aide de ceux qui auraient dû le soutenir davantage. Cette même année, certains médias ont commencé à mentionner MedSoftX comme l'une des entreprises technologiques émergentes dans le secteur de la santé. Au cours de la 4e année, nous étions devenus partenaires stratégiques de 3 grands hôpitaux au Texas. Le logiciel développé par mon équipe était déployé dans plusieurs établissements pour les dossiers médicaux, la planification des médecins et même la surveillance à distance des patients chroniques. Et malgré le succès de l'entreprise, je n'ai jamais vanté quoi que ce soit à qui que ce soit. Même lorsque des journalistes m'ont contacté pour des interviews, je les ai poliment déclinés, car je savais que, bien que nous ayons accompli quelque chose, personne ne pouvait dire combien de temps ce succès durerait. Pendant ces 4 années, alors que je luttais pour tout construire étape par étape, je n'ai reçu aucun appel de ma famille. Peut-être qu'après le jour où je me suis levé et que je suis sorti du salon avec ce plan d'affaires en main, j'avais cessé d'être membre de la famille à leurs yeux. Peut-être que pour eux, j'avais choisi le mauvais chemin et que je méritais les conséquences qui en découlaient. Ainsi, personne ne s'est donné la peine de demander comment j'allais. Je pensais autrefois que la relation entre eux et moi serait toujours comme 2 lignes parallèles qui ne se croiseraient jamais. Mais il y a 6 mois, ma mère a appelé après plus de 4 ans de silence total. L'appel a duré moins d'1 minute. Elle n'a pas demandé comment je vivais ni comment allait le travail. Elle a dit, nous célébrons les 65 ans de ton père à la maison. Viens si tu peux. L'invitation semblait assez simple, mais après avoir raccroché, je suis resté assis en silence pendant plusieurs minutes. Une chaleur discrète m'envahissait. C'était juste une invitation, mais cela signifiait au moins qu'il ne m'avait pas complètement oublié. Et honnêtement, après toutes ces années, cela suffisait à me soulager un peu du poids que je portais sur la poitrine, et une fois de plus, j'ai fait une erreur. Après cette invitation, j'ai voulu leur prouver que j'avais réussi. À ce moment-là, j'ai décidé d'offrir à mon père 10% des parts d'un hôpital avec lequel je venais de signer un contrat quelques mois auparavant. Il y a environ 9 mois, lors d'une réunion en fin d'après-midi un mercredi,
j'ai reçu un courriel d'un hôpital privé en périphérie d'Austin. Ils ont exprimé leur intérêt à utiliser l'ensemble complet du nouveau logiciel de gestion que MedSoftX avait développé. J'ai immédiatement reconnu le nom de l'hôpital. C'était là où mon père avait travaillé comme comptable pendant près de 20 ans avant de prendre sa retraite. Ce soir-là, je suis resté seul dans le bureau, réfléchissant longtemps, et lorsque le jour de la finalisation du contrat est arrivé, j'ai apporté une modification de dernière minute à la proposition. Au lieu de facturer les frais de service habituels, j'ai présenté une offre différente. Ce jour-là, j'ai dit au directeur de l'hôpital, je veux convertir l'intégralité des frais de service en capital de l'hôpital. Après avoir dit cela, le directeur m'a regardé un instant, puis a hoché la tête et répondu. Je sais qui vous êtes, et je sais que si nous vous laissons détenir une participation dans cet hôpital, nous n'aurons plus jamais à nous soucier de la technologie. 3 semaines plus tard, je suis officiellement devenu actionnaire stratégique avec 10% de la propriété de l'hôpital. Le jour de l'anniversaire de mon père, je suis arrivé tôt. Il était un peu plus de 10 heures du matin lorsque je suis arrivé. La cour avant était déjà décorée, soignée mais simple. J'ai apporté quelques bouteilles de vin et une enveloppe noire contenant les documents notariés pour le transfert de capital. Tout était soigneusement préparé, mais je n'avais pas l'intention de le lui donner immédiatement. Je voulais attendre et voir comment il me traiterait. J'avais besoin de savoir si c'était vraiment une invitation sincère ou simplement la dernière once d'obligation sociale qu'il se souvenait encore de remplir. Vers 11 heures, la fête a officiellement commencé. Après avoir coupé le gâteau, les invités ont commencé à manger, et l'ambiance est devenue animée. J'ai croisé quelques regards familiers et entendu quelques salutations polies. Les gens disaient des choses comme « Comment vas-tu » ou « J'ai entendu dire que tu fais quelque chose dans la technologie ». Puis ils passaient à la table suivante avant que je n'aie le temps de répondre. Je ne les blâmais pas. Ils n'avaient aucune raison de s'intéresser à moi, surtout quand ma famille ne l'avait pas fait depuis des années. Environ 30 minutes plus tard, mon père s'est levé, a levé son verre et a commencé à parler. Sa voix résonnait au-dessus du bruit, assez fort pour attirer l'attention de tous. Je veux remercier tous mes proches, amis et anciens collègues d'être ici aujourd'hui, a-t-il dit. Ses yeux parcouraient la pièce remplie de visages familiers. Puis il a changé de ton. Je pouvais deviner qu'il passait à la partie que j'avais déjà anticipée. Je suis fier que mes 3 filles soient devenues des femmes accomplies et respectables. Grace est maintenant médecin-chef dans un hôpital public. Everly est directrice d'une succursale bancaire. Elena dirige son propre cabinet d'avocat. Je ne pourrais pas demander mieux. Après cette salve d'éloges, les gens ont commencé à applaudir. Les verres se sont entrechoqués, les chaises ont bougé, et quelqu'un a éclaté de rire. Je suis resté silencieux, toujours assis dans un coin près de la fenêtre avec mon vin intact. Je pensais que c'était peut-être tout, quelques mots de fierté et quelques rires, puis tout passerait. Mais ce n'était pas le cas. Après une brève pause, mon père a continué. Cette fois, il m'a regardé et a dit, 3 m'ont rempli de fierté, l'un m'a fait vérifier notre ADN. La salle est devenue silencieuse pendant une seconde, puis les rires ont fusé. Certaines personnes ont applaudi à nouveau, d'autres m'ont regardé comme s'ils assistaient à une blague qui était allée trop loin, mais personne n'a rien dit. Je n'ai pas ri, je l'ai simplement regardé droit dans les yeux, et à ce moment-là, j'ai su qu'il ne m'avait pas fait venir à la maison pour renouer. Il ne se souciait pas de savoir comment j'allais. Il m'avait fait venir pour me rappeler qu'à leurs yeux, j'étais toujours l'étranger. J'étais toujours l'ombre qui ne s'intégrait pas dans leur famille parfaite. Après ces mots, j'ai décidé que je ne resterais plus silencieux. Il n'y avait aucune raison de continuer à baisser la tête dans un endroit appelé famille qui m'avait traité comme un étranger. À ce moment-là, je me suis levé. Tous les regards se sont tournés vers moi. Certains parents ont échangé des regards, attendant de voir ce que j'allais faire. Mon père s'est rassis, les bras croisés, comme s'il se préparait à un autre acte pathétique du fils qu'il avait toujours considéré comme un échec. J'ai parlé, ma voix basse et ferme. Je sais que tout le monde ici n'avait pas envie de me voir aujourd'hui. Peut-être que maman m'a seulement invité pour que personne dans la famille ne parle dans son dos. Mais puisque je suis là, je vais parler. J'ai marqué une pause un instant, puis j'ai regardé mon père directement. Tu as demandé si j'avais été échangé à la naissance, alors laisse-moi confirmer. Je ne suis pas ce que tu attendais. Je n'ai pas étudié la médecine comme Grace, je n'ai pas travaillé dans la banque comme Everly, et je n'ai pas fait de droit comme Elena.
Mais au cours des 8 années qui se sont écoulées depuis que j'ai quitté cette maison, pas une seule personne de cette famille ne m'a demandé comment j'allais, si j'étais en bonne santé. Puis j'ai ouvert mon attaché-caisse en cuir et en ai sorti un dossier. À l'intérieur se trouvaient les documents notariés des parts de l'hôpital que j'avais un jour prévu d'offrir comme cadeau d'anniversaire. Je l'ai levé et j'ai regardé autour de la pièce. Ma voix a résonné à nouveau. Il y a quelques mois, je suis devenu le 3e plus grand actionnaire de l'hôpital où papa travaillait autrefois comme comptable. J'avais prévu d'offrir à mes parents 10% de ces parts aujourd'hui, avec une clause garantissant des dividendes à vie. Mais grâce à ce que papa vient de dire, je pense qu'il est clair qu'ils n'en auront plus besoin. La salle est devenue silencieuse dès que le dossier est apparu. Certains parents se sont regardés, d'autres se sont penchés pour mieux voir le document sur la table. Mon père l'a pris, ses yeux parcourant la page, son front se plissant légèrement. Un moment plus tard, il a levé les yeux. Son regard n'était plus aussi assuré qu'auparavant. Sa voix était plus basse, mais il a essayé de rester composé. Alors, qu'essaies-tu de prouver? Je n'ai pas répondu immédiatement, je l'ai simplement regardé assez longtemps pour qu'il n'ait d'autre choix que de croiser mon regard. J'ai parlé calmement et clairement, chaque mot délibéré. Je n'essaie rien de prouver. Je voulais juste que tu saches que je me souviens encore de toi. Mais à partir d'aujourd'hui, après tout ce que tu as dit, j'annulerai ce transfert demain matin. Lentement et soigneusement, j'ai rangé les documents dans mon sac, comme si je n'avais jamais eu l'intention de les offrir. Pas de menaces, pas de gestes dramatiques, juste la finalité silencieuse de quelqu'un qui avait cessé d'espérer. Et avant de quitter cette maison, je me suis retourné et j'ai parlé assez fort pour que tout le monde puisse entendre. Pas besoin de vérifier l'ADN, papa. À partir d'aujourd'hui, considère que tu n'as plus de fils. Puis je suis parti. Certains parents ont baissé la tête, d'autres m'ont regardé partir sans savoir quoi dire. Quant à mes parents et mes 3 sœurs, ils sont restés assis là, figés, comme s'ils n'avaient pas encore pleinement compris ce qui venait de se passer. Ma mère m'a appelé 3 jours après la fête dont je suis parti discrètement. À ce moment-là, je venais de terminer une réunion interne et j'étais assis seul dans mon bureau, regardant le nouveau tableau de planification stratégique pour le trimestre suivant. Le téléphone a sonné 3 fois avant que je ne le décroche. Sa voix de l'autre côté semblait rauque, plus lente que d'habitude. Après un moment d'hésitation, elle a parlé, son ton comme celui de quelqu'un qui essaie de s'accrocher à quelque chose qui lui a déjà échappé. Jadon, je suis désolé pour tout. Ce que ton père a dit ce jour-là n'était pas juste. Il était contrarié, mais il tient toujours à toi. Je n'ai pas répondu. Je suis resté silencieux. Pas parce que j'étais en colère, mais parce que certaines paroles, si elles ne sortent qu'après que quelqu'un a épuisé toutes ses options, n'ont plus le pouvoir de vous atteindre. Après cela, elle a posé quelques questions de plus, m'a dit de prendre soin de moi, puis a raccroché. Pendant que je rangeais des documents dans le bureau et me préparais à déménager dans notre nouveau siège ce soir-là, mon téléphone a vibré à nouveau. C'était un message de ma sœur aînée. J'ai lu la ligne. Nous avions tort. Tu es le seul qui s'est débrouillé tout seul sans que personne ne t'aide. Je n'ai pas répondu, car il n'y avait plus rien à dire. Environ un mois après avoir quitté la fête d'anniversaire de mon père, j'ai été invité à prendre la parole lors d'une conférence sur les startups et la technologie de la santé. C'était la première fois que je me présentais devant un public en tant que fondateur de MedSoftX. Au début, j'ai hésité. Je m'étais toujours senti plus à l'aise en restant en coulisses, laissant le produit parler de lui-même. Mais pour une raison quelconque, la veille de la conférence, j'ai ressenti un sentiment de calme, comme si, après toutes ces années, c'était enfin le moment de parler, non pas pour m'attribuer le mérite, mais pour montrer que mon silence n'avait jamais été le fruit de la faiblesse. Ce jour-là, je n'ai pas porté de costume, je n'ai pas préparé de diapositive, j'ai juste apporté une plaque nominative. Quand mon tour de parler est arrivé, je suis monté sur scène, j'ai regardé directement la première rangée où les étudiants écoutaient attentivement et j'ai commencé à raconter mon histoire. J'ai parlé de la construction d'une entreprise avec seulement des nuits blanches dans un petit appartement loué, de la première fois que j'ai embauché quelqu'un sans savoir si je pourrais le payer si les choses s'effondraient, et du moment où je me suis levé et suis sorti d'une fête familiale sans rien emporter d'autre que ma fierté. 2 jours plus tard, l'histoire est apparue en première page d'un grand journal. La photo me montrait dans la salle de conférence de notre entreprise, avec l'équipe de programmation travaillant derrière moi. L'angle de la caméra était latéral,
suffisant pour capturer l'expression de mon visage alors que je regardais l'écran, calme, concentré, avec quelque chose de distant dans mon expression. Je n'ai envoyé l'article à personne de ma famille, car je n'en ressentais pas le besoin. Mais ce soir-là, pendant que je dînais seul, mon téléphone a vibré. C'était un message de ma mère, une seule ligne. Nous sommes fiers de toi. J'ai regardé ce message pendant longtemps. Je n'ai pas souri. J'ai simplement ressenti quelque chose qui glissait silencieusement hors de ma poitrine. Pas parce que j'étais ému, mais parce que je savais qu'il n'avait écrit ces mots qu'une fois que le monde m'avait reconnu. Je n'ai pas répondu. J'ai reposé le téléphone sur la table, terminé mon repas et laissé ce message glisser sur l'écran avec le reste des conversations auxquelles je ne reviendrai jamais. Et maintenant, après tout cela, je choisis de parcourir ce chemin seul. Pas parce que je n'ai plus de famille, mais parce que j'ai appris que certains chemins doivent être parcourus seuls, surtout quand personne ne croyait que vous pourriez faire le premier pas. Parfois, tard le soir au bureau, je me souviens de ce moment, il y a des années, quand mon père a dit « Les gars qui passent toute la journée collés à un clavier n'arrivent jamais à rien ». Je ne suis plus en colère contre lui, honnêtement, je suis même reconnaissant envers lui et mes 3 sœurs, car c'était leur rejet, leurs doutes et même leur mépris qui m'ont poussé plus loin que je n'aurais jamais pensé pouvoir aller. S'ils avaient accepté de me prêter de l'argent à l'époque, peut-être n'aurais-je pas travaillé aussi dur. S'ils m'avaient félicité, peut-être me serais-je contenté trop tôt. Et s'ils ne m'avaient jamais tourné le dos, peut-être n'aurais-je jamais appris à être seul. Je ne raconte pas cette histoire pour blâmer qui que ce soit. Je la raconte à tous ceux à qui on a dit qu'ils n'arriveraient jamais à rien. Si quelqu'un vous dit cela, souriez et continuez. Pas besoin de discuter, pas besoin de prouver quoi que ce soit immédiatement, car parfois le silence est le début d'une voix plus puissante que n'importe quelle défense. Et la leçon que j'ai apprise de ma propre histoire est la suivante. Personne ne peut vous enlever votre valeur à moins que vous ne la lui donniez. Et avant de terminer l'histoire d'aujourd'hui, je veux vous demander, à vous qui écoutez encore jusqu'aux derniers instants, si vous étiez à ma place, debout dans une pièce pleine de parents et entendant votre père dire qu'il n'était pas sûr que vous soyez son fils, qu'auriez-vous fait? Seriez-vous parti en silence comme je l'ai fait une fois? Continueriez-vous à aimer même si cet amour n'est pas réciproque? Ou avanceriez-vous sans jamais regarder en arrière? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. J'ai vraiment envie de vous entendre, car peut-être qu'une partie de mon histoire est aussi une partie de la vôtre. Et si ce que j'ai partagé aujourd'hui a signifié quelque chose pour vous, n'oubliez pas de vous abonner. Nous avons encore beaucoup d'histoires à partager. Merci d'être là. À la prochaine.